Salut tout le monde. Je vais essayer de mettre un peu en plus gros. Ok, pour qu'on voit depuis le fond. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup à toute l'équipe. Il y a un problème? Non? Ok. Je voyais un regard un peu genre. Fait que merci beaucoup à toute l'équipe. C'est vraiment super d'organiser ce colloque et j'ai vraiment hâte aussi d'entendre les autres présentations et qu'on discute. Ma présentation aujourd'hui, elle va porter sur quelques aspects de ma thèse de doctorat en sémiologie que je viens de déposer le mois dernier et qui est en évaluation. Donc, c'est pas encore publié ni rien, mais comme c'est ça, je commence à retomber un peu sur mes pattes puis à vouloir en parler. En fait, ma thèse, elle consistait à apporter une réflexion critique, mais bienveillante, parce qu'informée et d'un point de vue situé trans, sur l'engouement actuel pour ce qu'on nomme souvent la communication inclusive ou encore la rédaction neutre, le langage non binaire, etc., etc., toutes les variantes de ces termes clés-là qu'on voit beaucoup circuler dans la francophonie. Et j'ai interrogé principalement la notion de neutre et de neutralité de genre dans ma thèse parce que souvent dans ces débats sur l'écriture inclusive, le langage neutre, la communication, c'est une notion qui reste très nébuleuse. On dit à la fois que le langage n'est pas neutre, mais qu'on veut parler de manière plus neutre. Qu'est-ce que ça veut dire et quelles subjectivités sont en jeu? Qui est-ce qu'on essaye de mieux représenter, sachant que la communication inclusive, ça recoupe la féminisation, la neutralisation et autres approches de la langue et du genre. Voilà, ça c'était mon intro. Bon, c'est pas grave. Ces dernières années, on peut vraiment observer une pluie de guides de rédaction et de communication inclusive. Il y en a de plus en plus. Des organisations, que ce soit publiques ou privées, veulent de plus en plus produire des politiques de rédaction inclusive, alors qu'il y en a déjà 1500, veulent en faire leur propre, etc. Toutes les politiques sont différentes. C'est vraiment comme une masse de données qui ne fait que s'agrandir, sachant que c'est quand même une longue tradition. On peut penser au guide de féminisation du comité institutionnel de l'UQAM dès 92. C'est vraiment une tradition qui remonte à loin de penser à comment on peut changer nos manières d'utiliser la langue française pour mieux marquer le genre des personnes de manière plus respectueuse, etc. Et pour ma thèse, j'ai sélectionné quelques... Oui, donc, ce n'est pas tous ces guides-ci qui sont de 2020-2021, mais pour ma thèse, je me suis concentrée vraiment sur un corpus de guides de rédaction publiés entre 2020 et 2021. Donc, en fait, j'avais déjà écrit la moitié de ma thèse que je n'avais pas encore mon corpus parce qu'il n'était pas encore sorti. Parce que vraiment, en 6 mois, il y a eu genre, bam, genre plein de documents qui sont sortis en même temps. Puis j'étais comme, ah, voilà. S'interroger sur les guides, c'est pour moi super intéressant parce que ce n'est pas des zines ou des productions littéraires où on va avoir des attestations qui se multiplient et qui peuvent aller dans toutes les directions, ni des normes gouvernementales. On est un peu entre les deux dans le guide. Donc, on va vraiment pouvoir aller chercher un commentaire sur l'émergence de normes, une norme qui est en train d'émerger. Et on peut trouver des tendances qui ne sont pas encore normalisées, qui ne sont pas encore de l'ordre de la loi générale, mais qui ne sont pas non plus juste des exemples sur le terrain. C'est comme un peu un espace charnière, le guide. Puis mon hypothèse, c'était que la notion de neutre, en fait, en essayant d'aller analyser comment la notion de neutre, d'épicène, d'inclusif est mobilisée dans ces guides, on va pouvoir voir comment il y a une mutation épistémologique et politique qui est en cours qui concerne la façon dont on traduit le genre dans la langue française. C'est une longue phrase. On va pouvoir regarder comment se transforment nos pratiques d'expression du genre en langue française. Donc, ce travail, je l'ai fait vraiment dans une double posture, à la fois de guide et de détective. Ça fait à peu près depuis 2015 que je suis impliquée dans la rédaction de documents qui incluent des guides. Donc, je connais bien qu'est-ce que ça implique, notamment via le Conseil québécois LGBT, Head and Hands, la coalition jeunesse, des groupes jeunesse LGBT à Montréal. Donc, c'est au fur et à mesure de ces implications-là que finalement, oui, je faisais un doctorat en sémiologie, puis j'allais faire un truc super théorique et encore plus nerd que ça. Mais en fait, je me suis dit, bon, bah, en fait, c'est super intéressant d'aller regarder critiquement, de me retourner sur moi-même et faire le contraire du travail du guide, essayer de déconstruire le guide pour théoriser qu'est-ce qui se passe quand on essaye de forger des normes sur la manière de parler du genre.
Donc, c'est pour ça que le guide, c'est un peu l'inverse du détective, je dirais, dans le sens où quand on guide, on assimile plein de données, puis on émet des recommandations. Quand on fait de la sémiologie, on fait un peu le chemin inverse de comme, OK, on a ça, mais d'où ça vient? Puis, quelles pratiques sont relevées et sont généralisées pour en arriver à cette recommandation? Vous voyez ce que je veux dire? C'est donc un travail que j'ai mené de manière très ancrée dans le milieu montréalais. J'ai fait des recherches de documents à l'échelle du Québec, mais j'habite à Montréal depuis genre 8 ans, fait que c'est très montréalo-centré quand même. Les guides que j'ai choisis, j'ai essayé d'en choisir qui soient un peu partout au Québec quand même, pour pas refléter juste des pratiques qui émergent à Montréal. Puis, je m'inspire beaucoup des études trans et de différentes théories féministes et transféministes, notamment la notion de genrement chez Julia Serrano, la notion de technologie du genre chez Teresa De Lauretis, qui est une sémioticienne féministe queer italienne. Et enfin, j'ai vraiment essayé de situer l'étude du langage inclusif dans un contexte d'hypervisibilité des parcours trans et non-binaires et d'inclusion vraiment à géométrie variable. Donc, en restant dans une perspective critique par rapport à cette inclusion, enfin, pas critique façon méfiante, mais critique façon faut pas juste célébrer tout. Parce que c'est ça, parce que je trouvais ça intéressant d'aller voir comment est-ce que dans la mobilisation du neutre, on verrait peut-être aussi, et ça c'était une de mes hypothèses, que, mettons, les personnes non-binaires ou les personnes trans seraient un argument pour adopter certaines pratiques de langage inclusif sans réelle inclusion, ou que voilà, qu'on verrait comme une instrumentalisation de la diversité de genre ou d'autres dynamiques comme ça, quoi. La prochaine slide a un schéma compliqué, faites pas le saut. Voilà. Je ne vais pas m'attarder beaucoup là-dessus, mais en gros, donc c'est une thèse qui est très philo quand même, là, c'est surtout du travail de théorisation. Mais un des trucs que j'ai essayé de faire, c'est de changer de regard sur ce phénomène-là, du langage inclusif, l'écriture inclusive, en sortant du cadre de la linguistique et en n'essayant pas non plus de faire de la sociolinguistique, en essayant d'adopter un point de vue sur la langue comme si c'était n'importe quel système de signification. On peut parler des couleurs, des drapeaux, de la gestuelle, des vêtements. La langue, c'est un système de sens par lequel on fait du sens parmi d'autres. Et donc, j'ai essayé plus de me concentrer sur le sens des néologismes et autres signes linguistiques, comme via les effets de ces signes, et pas juste comment est-ce que tel pronom s'accorde et comment ça fonctionne au niveau linguistique. Puis pour ça, j'ai utilisé ce magnifique modèle sémiotique, qui en plus c'est un triangle, fait que c'est pertinent. Mais parce que d'habitude, en linguistique, en sociolinguistique, on utilise un modèle plus binaire, signifiant, signifié, donc où un certain signe, mettons yel, s'il a plusieurs sens, on va parler de polysémie, puis ça va être un peu vu comme une contradiction à la base ou comme une complexité, alors qu'avec ce modèle-ci, c'est un peu normal qu'un même objet, une même représentation puisse avoir différents interprétants. Et donc, ça permet de plus s'intéresser au contexte et de plus mettre l'accent sur le contexte dans lequel ces significations émergent. Ça, c'est le beau nerd, puis voilà. Mais ce qui est important et intéressant, en tout cas pour moi, là, à mes yeux, c'est que dans ce système-là, on va pouvoir aussi analyser le signe linguistique, pas seulement comme une convention. Donc, on va pouvoir vraiment s'intéresser à, mettons, quand on dit yel, pourquoi est-ce que ça évoque plus le masculin que le féminin? Pourquoi est-ce que ça change en fonction des personnes? Il y a des personnes qui disent que yel, c'est trop féminin pour elle, qui vont préférer i ou un autre pronom, etc. Donc, ça permet vraiment d'aller voir comment est-ce que les sons et d'autres aspects iconiques plus immédiats du signe vont être pris en ligne de compte dans les choix d'usage linguistique. Donc là-dessus, en utilisant ce cadre théorique et méthodologique, je me suis appuyé sur pas mal d'écrits théoriques et communautaires, féministes, queer et trans, en balayant un peu un point de vue historique ou sociologique sur les différentes vagues féministes ou sur les différentes vagues queer, pour voir comment est-ce que le système de sexe-genre, comme dit Gayle Rubin, reproduit des binarismes dans les discours sur les corps et les identités, puis qu'est-ce qu'on peut isoler comme différentes notions de neutres. Donc, dans mon premier chapitre, j'ai fait une espèce de désambiguation très opératoire, puis c'est pas
faut pas, c'est pas genre la typologie. J'ai fait une désambiguation de qu'est-ce que ça veut dire neutre, cette notion piège. Ça peut vouloir dire ni l'un ni l'autre, donc un espèce d'horizon très théorique qui n'existerait pas vu du point de vue de la différence sexuelle. En tout cas dans nos systèmes coloniaux et occidentaux. Ça peut vouloir dire un au-delà de cette opposition masculin-féminin, donc un espèce d'horizon de dépassement, un petit peu en mode lesbien radical, on va réussir à s'émanciper de la binarité, puis on va dégenrer. Ça peut vouloir dire un troisième ensemble, en plus de masculin et féminin, des genres qui sont impensés, des identités en plus de hommes-femmes. Voilà. J'ai essayé de voir comment ça se retrouvait dans différentes figures du neutre, la notion de troisième genre, la notion de lesbienne, la notion de parcours trans, la notion de non-conformité de genre et de non-binarité de genre. Donc, j'ai essayé de retrouver un petit peu comment est-ce que différentes figures que le neutre appelle mobilisent différentes conceptualisations dans cette typologie-là de c'est quoi exactement le neutre. Et ça m'a permis après d'explorer dans un deuxième temps comment est-ce que différentes stratégies linguistiques vont mobiliser en fait ces notions très théoriques du neutre. Donc après, j'ai fait une espèce de revue de littérature critique. Il y a différentes approches comme la sociolinguiste Julia Abou va parler de tumulte graphique pour dire que les interventions comme le E majuscule, la graphie tronquée et d'autres interventions féministes vont créer un tumulte dans la marque du genre pour perturber l'assignation du genre. Chez Florence Ashley, on parle de respect langagier, c'est une affaire de genrement adéquat des personnes à qui on parle. Chez Luca Greco, qui est un sociolinguiste aussi, on parle de DIY language strategies. Donc, au lieu d'utiliser des outils linguistiques prescrits, on y va en mode DIY et on reconstruit la grammaire sans nécessairement la normaliser. On voit aussi d'autres approches comme le collectif Queeras qui parle de décolonisation du français dans sa grammaire rebelle ou encore dans un ouvrage très récent, très universitaire mais super intéressant par ailleurs. On parle de devenir non-binaire, que le fait de créer de nouvelles options linguistiques, ça permet un véritable devenir non-binaire en français. Parce que sinon, c'est qu'en anglais. Ça va, je ne vous ai pas perdu. Spécifiquement dans un de mes chapitres, j'ai essayé de faire une espèce de désambiguation de différents effets du langage inclusif parce que souvent, on va essayer d'opposer écriture féministe, écriture queer, tel signe, c'est plus binaire qu'un autre. Et en fait, quand on s'intéresse plus aux effets qu'une stratégie produit, en fait, c'est plus compliqué que ça. Par exemple, une graphie tronquée, ça peut être utilisé par une personne non binaire dans une optique de marquer son genre, dans une optique de créativité linguistique non binaire. Mais ça peut aussi être utilisé dans le cadre de la rédaction épicène. On voit de plus en plus des campagnes publicitaires d'organismes ou de syndicats ou whatever qui utilisent des points médians. Ce n'est pas forcément pour parler de personnes non binaires. Vous voyez un petit peu... donc, j'ai essayé de faire ce travail-là. Voilà. Mais en séparant aussi l'objectif de créer de nouveaux signes pour marquer des genres et l'objectif d'aller subvertir comment ça fonctionne le genre grammatical. Il y a des pratiques qui ne visent absolument pas à faciliter la marque du genre et le fait d'attribuer adéquatement un genre à des personnes. Il y a des stratégies qui viennent complètement casser la machine grammaticale et qui viennent brouiller les pistes un peu pour nous empêcher de faire du sens, en fait, d'assigner des genres. À l'heure actuelle, comme vous avez peut-être pu le voir en ligne, des institutions comme le gouvernement du Canada via le Bureau de la traduction et le portail linguistique, et au niveau du Québec, l'Office québécois de la langue française, ils sont vraiment à réviser leur politique en matière de rédaction inclusive et amènent de nouveaux outils qui sont de plus en plus, de moins en moins dans une optique de féminisation et de plus en plus dans une optique de rédaction épicène en incluant en fait un système à 3 genres où on veut représenter adéquatement les hommes, les femmes et les personnes non binaires. Par exemple, le gouvernement du Canada, il n'y a pas très longtemps, a commencé à recommander, et il n'y a vraiment pas très longtemps, c'était le fin septembre que ça a été publié, à recommander la traduction de they par Yel.
Donc, à vouloir normaliser une option de pronom, ouais, c'est ça, c'est vraiment récent. Une option de pronom dit non-binaire ou neutre comme équivalent d'un pronom singulier non marqué en anglais. Donc, certes, ces normes sont en émergence, mais ce qui m'a semblé vraiment encore plus intéressant à étudier, puis c'est pour ça que j'ai choisi les guides, c'est que le bouillonnement de plein d'options différentes est beaucoup plus riche que ça, perdure et continue de bouillonner. Par exemple, il y a une multitude de rapports à la grammaire quand on regarde les guides de communication inclusive, surtout ceux qui sont produits par des organismes communautaires ou par des collectifs qui fonctionnent un peu plus en mode DIY Language Strategies. Ça, c'est un exemple. C'est tout petit, mais on s'en fiche un peu de ce qui est marqué dans le tableau. 5 minutes. Mais en gros, c'est ça, dans certains guides, on va voir une mobilisation de la grammaire pour essayer de classer différentes options de pronoms, de dire c'est quoi qui est plus neutre, plus inclusif, blablabla. Dans d'autres guides, on va voir un relais d'informations similaires. Par exemple, ici, ça c'est l'organigramme du système HAL, c'est une personne linguiste à la Sorbonne à Paris qui a fait tout un système grammatical neutre, mais on voit dans ce zine produit en Estrie l'an dernier, enfin il y a 1 an et demi, un espèce de recul un peu humoristique par rapport à cette complexification de la grammaire neutre et ces précisions-là avec une vue en microscope de ce micro-organisme. Il n'y a pas une seule grammaire neutre qui est en émergence, genre c'est ça le point. À l'opposé de ces objectifs grammaticalisants un peu, là, on voit aussi beaucoup d'expérimentation littéraire, artistique, à même la matière de la langue française écrite. Encore une fois, beaucoup de ces guides parlent très peu des enjeux d'oralisme ou comme se focalisent vraiment beaucoup sur l'écrit et l'oral et parlent peu d'autres systèmes linguistiques, là. Ça, c'est, voilà. Mais par exemple, ici, je vous donne un exemple français, mais ça se manifeste aussi ici, mais il y a des zines comme ça ou de la micro-édition qui essayent de réécrire des textes donc écrits avec les règles de français standard, avec le masculin générique et tout, en venant jouer avec la typographie pour créer des formes neutres, par exemple. Ça, bien sûr, le gouvernement du Canada, ils s'en foutent. Hein. Mais voilà. Donc, en fait, même quand on essaye de relever tous ces usages-là et puis de juste en faire un gros paquet au lieu d'essayer de les classer, on voit que c'est tentant d'essayer de suivre certaines dichotomies, par exemple, voir c'est quoi les néologismes qui sont inclusifs, qui fonctionnent par combinaison du masculin du féminin, puis les néologismes non binaires ou neutres qui fonctionnent sans se reposer sur le son masculin et le son féminin. C'est tentant de faire ces distinctions-là, mais en fait, sur le terrain, il y a aussi plein d'autres recommandations et plein d'autres usages. Par exemple, le fait d'utiliser le franglais ou le joual pour bypasser les accords, c'est très courant ici. Je vais dire je suis down, je suis overwhelmed pour pas avoir à genrer en français, mettons, et ça se fait beaucoup et c'est très voilà. Alors que ça, c'est des choses qui sont pas prises en compte dans les nouvelles tentatives de grammaire neutre et tout ça. Ça, c'est juste pour vous montrer des exemples de la grande diversité des pratiques et des effets qui sont recherchés en fait dans très rapidement, un exemple, quand on regarde même à l'échelle d'un seul pronom, lisez pas tout, là, on s'en fout. Même à l'échelle d'un seul pronom, là, si on regarde juste le pronom il ou ile, ça peut être prononcé des deux manières. Si on regarde chez la romancière Michelle Causse, qui est une lesbienne radicale, que ça l'énerverait beaucoup que j'en parle d'un point de vue trans, je pense. Mais dans sa fiction, il, c'est le pronom qui connote le fait de ne pas être libéré de l'emprise de la classe de sexe masculin. Alors que dans un autre camp, et on va vers un dégenrement et un vrai neutre qui est plutôt symbolisé par ul, par le fait d'être désigné par ul comme pronom. Alors que dans un autre contexte, mettons dans ce zine sur le consentement sexuel qui circule depuis à peu près 2015, je crois, au Québec, il va être utilisé comme pronom neutre pour désigner des personnes non binaires uniquement. Vous voyez un peu, quand on va fouiller un peu dans un corpus plus large que juste aller chercher un seul guide ou une seule recommandation, on voit que on ne peut pas conclure à une seule typologie de c'est quoi qui est plus ou moins neutre, qui est plus ou moins inclusif, par exemple dans les pronoms. Donc, bref, dans les guides, sachant tout ça au-delà du corpus des guides, et en ayant exploré comme des écrits littéraires, artistiques, etc.,
En conclusion, il me reste une minute. Dans les guides, j'ai pu observer que la notion de neutre est travaillée à plusieurs niveaux, puis j'ai mis 4 conclusions principales. D'une part, dans les guides, il y a une utilisation de la notion de neutre pour renforcer une idée du genre, une idée de la langue comme une image du genre, plutôt que comme un signe conventionnel. À la base, on se dit, OK, mais on dit « il pleut », mais ce n'est pas un « il » masculin, ça ne veut rien dire, c'est juste conventionnel, ce n'est pas motivé. Alors que dans les discours sur le langage inclusif, la marque du genre dans la langue française, elle est motivée. On va la remotiver pour justifier de changer les pronoms qu'on utilise, les accords qu'on utilise pour bien représenter quelqu'un. Deuxièmement, il y a des pratiques qui viennent des milieux queer et trans, comme les tours de pronoms, comme le fait de demander le genre à la personne et de ne pas s'en tenir à ce qu'on voit, qui sont en train de passer dans la norme dans le monde straight. C'est des pratiques qui sont historiquement minoritaires, qui relèvent plus du genre consensuel que du genre visuel, comme dirait Sam Boursier. Et ça, c'est utilisé surtout pour justifier d'inclure les personnes non-binaires, pas tant pour questionner la cisnormativité et le genrement dans une perspective trans, binaire ou non. Juste pour vous dire que c'est un truc intéressant, je trouve qu'on parle davantage de respecter 3 genres, entre guillemets, que de se battre contre l'hétérocis-sexisme dans ces guides. Troisièmement, rapidement, la grammaire, elle est, comme j'ai dit tantôt, utilisée comme un discours de légitimation pour rendre un peu respectable des pratiques queer de la langue française. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant, comme qu'on utilise la grammaire pour légitimer des pratiques au prix et en mentionnant pas du tout comment la grammaire peut être exclusive et comment les exigences de la grammaire française peuvent compliquer certains trucs pour beaucoup d'entre nous. Puis enfin, on peut remarquer la trace de l'anglonormativité, le fait qu'on fonctionne dans un système où on pense le genre dans une dynamique de traduction de l'anglais au français. Souvent, ça paraît beaucoup dans les guides de rédaction inclusive, où il va y avoir un fort argument que le français est en retard par rapport à l'anglais dans la pensée de la diversité de genre. Pas dire que c'est mal nécessairement, c'est juste comme ça que ça se passe. Mais c'est ça, j'ai pu remarquer ça. Puis voilà, j'ai hâte qu'on en discute si vous êtes intéressé par l'anglonormativité du genre, mais voilà. Je vais m'arrêter ici parce que je n'ai pas le temps de parler plus de critiques. Merci.